first thing I would do if the dead were coming back to life is join them. Quand on pense à George Romero, on pense de suite aux morts vivants. On pense à Night of the Living Dead, son premier film, à Dawn of the Dead, plus connu sous le titre Zombie en France. On pense éventuellement à Day of the Dead, mais on pense beaucoup moins à Land of the Dead. Une suite tardive à une saga que l'on pensait déjà conclue 20 ans plus tôt, un film qui n'a pas atteint le statut d'œuvre culte et qui n'a pas été révolutionnaire comme l'ont été les deux premiers opus de la saga, mais pour moi, le plus injustement mal aimé des films de zombies de Romero. Après La Nuit des Morts Vivants, c'est à partir de Dawn of the Dead, ou littéralement L'Aube des Morts, que Romero a pensé sa série de films comme une trilogie, se terminant évidemment avec Le Jour des Morts Vivants. Mais en réalité, ayant sorti le premier film en 1968, le second en 78 et le troisième en 85, le réalisateur avait prévu d'en faire un nouveau dans les années 90, une idée abandonnée suite à l'échec commercial de Day of the Dead. Faute d'un budget suffisant pour ce dernier, il avait d'ailleurs dû revoir ses ambitions à la baisse et raccourcir son scénario, en retirant beaucoup d'idées qu'il a récupérées plus tard pour Land of the Dead, notamment le concept de cette ville fortifiée. Après être passé de mode, les zombies et autres infectés ont connu un regain d'intérêt au début des années 2000, notamment grâce à 28 jours plus tard, en 2002, et Resident Evil la même année. C'est peut-être pour ça qu'en 2005, Romero a pu revenir au genre qu'il a créé. Au départ appelé Dead Reckoning, comme le camion blindé dans le film, Land of the Dead est un projet qui traînait depuis 1 an et demi chez la Fox, jusqu'à ce que le hasard fasse que Romero croise la route de Mark Compton durant un déjeuner. Compton, producteur à la tête de la toute jeune compagnie Atmosphere Entertainment, a demandé à lire le scénario de Romero. 2 jours plus tard, les deux hommes avaient un accord pour lancer le projet. Et ironiquement, ce serait le succès du remake friqué de Dawn of the Dead par Zack Snyder, cette fois titré en France L'Armée des Morts, qui aurait convaincu Universal d'acheter les droits de distribution pour Land. Romero s'est alors retrouvé avec environ 15 millions de dollars, son plus gros budget pour un film de zombies, et le résultat est un film d'action et d'horreur qui a pu être marketé comme un produit jeune, même en étant fait par un type de 69 ans à l'époque. Et en même temps, le simple nom du réalisateur avait de quoi attirer les fans plus âgés. Land of the Dead, le territoire des morts de George et Romero. Et effectivement, avec Land of the Dead, le cinéaste a très bien su s'adapter à son époque, en livrant un film péchu et sans temps mort, qui a une sensibilité de série B, mais avec un gros budget, ce qui permet de donner vie à des idées beaucoup plus ambitieuses. Pour la première fois dans cette saga, Romero a utilisé des images de synthèse, mais seulement pour concrétiser des visions qui n'auraient pas été possibles, ou plus difficilement avec des effets à l'ancienne. Comme ce zombie qui attaque avec une tête à moitié arrachée. Alors certains trucages ont pris un coup de vieux, mais ils restent fun par leur concept. Greg Nicotero, l'apprenti de Tom Savini, a supervisé les effets spéciaux, et a combiné des zombies maquillés avec d'autres en marionnettes pour des looks beaucoup plus cadavériques. Le gore est jouissif et inventif, et après toutes ces années, et malgré tous les films de zombies déjà existants, on trouve encore ici des idées nouvelles et particulièrement trash. Le montage est dynamique mais tout à fait limpide, et s'adapte à ce qui se passe à l'image. Et la réalisation est sobre, mais Romero fait preuve d'idées discrètes, mais ingénieuses de mise en scène. Remarquez par exemple que lorsqu'il en vient à faire apparaître le personnage de Tom Savini, tiré de Dawn of the Dead, Romero filme d'abord l'ombre du personnage, laissant notamment deviner sa machette, avant de le dévoiler entièrement. D'ailleurs, les plans débutent souvent par une action, un bruitage ou un mouvement de caméra qui aide à se plonger dans une nouvelle séquence et relance constamment l'attention du spectateur. Mais Land of the Dead n'est pas qu'un très bon divertissement, c'est une œuvre qui allie les plaisirs simples de l'action et du gore outrancier à un propos très riche. Romero disait ne pas se lasser de faire des films de zombies, car à chaque fois il présentait un contexte, des situations et un propos différents. Cette fois, dans Land of the Dead, alors que l'invasion des morts vivants n'a toujours pas été éradiquée, le cinéaste imagine comment la civilisation essaye de se remettre sur pied, mais tout en perpétuant les travers et les inégalités de l'ancien monde. On explore les différentes strates de cette société en suivant le parcours croisé de plusieurs personnages, et principalement Cholo et Riley, 2 hommes de main à la solde d'un dénommé Kaufman. Ce dernier dirige maintenant une portion triangulaire de la ville de Pittsburgh, dont 2 des côtés sont entourés d'eau, et dont le 3e est protégé par une grille électrifiée. Cholo et Riley sont chargés de récupérer, de nuit, des provisions pour les habitants, en détournant l'attention des zombies grâce à des feux d'artifice. Mais si les 2 personnages occupent une même fonction, ils ont 2 personnalités opposées. Hey Cholo, we got a problem. Fireworks are down. Oh yeah, it's nice and peaceful, ain't it?
Cholo est imprudent et égoïste, il n'a pas de remords à mettre les autres en danger pour servir ses intérêts, et rêve de grimper les échelons pour rejoindre l'élite de Fiddler's Green, qui est la tour qui domine la ville fortifiée, et où ne vivent que les plus riches. Mais il ne se rend pas compte que l'accès à ce milieu restera fermé à un simple subalterne comme lui. Space is very limited. You mean restricted, don't you? Le vrai héros du film est Riley, qui quant à lui a plus la tête sur les épaules. Il tient à la sécurité des siens et a pour compagnon Charlie, un déficient mental qu'il traite comme son égal. Without his guns, I'd be dead by now. Oh, without you, he'd be dead by now. Fair trade. Riley n'est pas attiré par une supposée vie de luxe et n'attend que d'avoir les moyens de fuir cette civilisation. There's nothing up north. That's the idea. Tandis que Cholo essaye de côtoyer l'élite, avec Riley on va à la rencontre des habitants plus démunis, qui vivent aussi à l'intérieur de cette portion protégée de Pittsburgh, mais en marge de Fiddler's Green. Here, antibiotics for your boy. L'action semble se dérouler en l'espace de 2 soirs seulement, mais ça suffit pour développer tout un univers et voir se dérouler un bon nombre d'événements et de bouleversements. Le film peut se permettre d'avancer très vite parce que l'écriture est excellente et délivre beaucoup d'infos à travers des dialogues pourtant succincts, mais qui vont à l'essentiel, de sorte à établir en quelques phrases les liens entre les personnages, le caractère de chacun, les situations et les enjeux. D'ailleurs, dès le premier échange entre Riley et Charlie, on comprend pratiquement tout de leur duo. Flowers in the graveyard. Why do you call them that, Riley? I don't get it. These here flowers ain't the kind you lay down on the ground. These here are sky flowers, way up in heaven. That's why I love you, Charlie, because you still believe in heaven. Lord, yeah. Romero a aussi trouvé des manières futées et rapides de donner du caractère au personnage. Il y a souvent une même réplique que répète Charlie, mais en lui accordant un sens différent à chaque fois en fonction du contexte. Just look at me, you can tell I have terrible dreams. Just look at me, you can tell I could use a drink. Just look at me, you can tell it was bad. Ça crée une sorte de connivence avec le spectateur qui identifie et reconnaît ce tic du personnage comme s'il le connaissait déjà bien. Et la majorité des protagonistes ont un nom atypique ou un surnom. Cholo, Mouse, Roach, Chihuahua, Big Daddy, Pillsbury, Motown, Manolette. Manolete. Named after the bullfighter. Et la blonde surnommée Pretty Boy. Pretty boy. He plays pretty boy, but there's nothing boy about it, as you can see. Ça reste en tête parce que c'est pas commun et tu te dis qu'il y a forcément une histoire derrière. Et plusieurs de ces personnages secondaires, même si on les voit peu, ont droit à quelques répliques amusantes qui les rendent tout de suite sympathiques. Come here to do something. While we're standing around, let's do something. Les dialogues et séquences remplissent aussi souvent plusieurs fonctions à la fois. Bordered on 3 sides by mighty rivers, Fiddler's Green offers luxury living in the grand old style. Le spot publicitaire qui présente Fiddler's Green permet d'établir que la ville est entourée d'eau, une information utile pour la suite du film, et il montre une vie de luxe qui contraste fortement avec ce qu'on a vu jusque-là d'un monde sombre et dévasté. And it sure did used to make it sound nice. Still sounds nice to me. On expose alors la facticité de cette vie à laquelle aspire Cholo, et les parasites sur la télé viennent justement casser cette image, trop belle pour être vraie. Perfect gift in our Et les dialogues, tout en étant fonctionnels, adoptent des tournures de phrases qui sont souvent lourdes de sens. Whole lot of trash this week. That's life, bro. Whole lot of trash. Trick is not to get in with it. Ici, on découvre un immense charnier où les hommes de Kaufman se débarrassent des zombies, mais cette réplique de Cholo introduit aussi déjà l'idée que la main-d'œuvre dont il fait partie peut être jetée une fois qu'on s'en est servi. D'ailleurs, la façon dont son employeur fait comprendre plus tard qu'il faut se débarrasser de lui est parlante. I won't be needing this man anymore. Dans ce monde, la main-d'œuvre se tue à la tâche pour le patron, mais de manière tout à fait littérale. Dans Land of the Dead, l'univers visuel est plus post-apocalyptique que jamais, avec un petit côté Mad Maxien dans les costumes et de camions blindés surarmés. Mais on ressent diverses influences dans la société présentée, dont l'organisation fait penser à celle de la seigneurie médiévale. Il y a un dirigeant dans sa forteresse, entouré de bidonvilles qui sont l'équivalent de villages, où le peuple vit dans des conditions délétères. Il y a même l'évocation d'un bal masqué, ce qui pour le coup rappelle les fêtes costumées entre bourgeois à la cour d'un roi, tandis que la plèbe est au plus mal. Le bas peuple oublie sa misère comme il peut, avec des jeux et du vice, et certains sont poussés à la prostitution. Mais Fiddler's Green, dont les habitants forment une sorte d'aristocratie, est tout de même représenté comme une cage dorée. La séquence où l'un des résidents se suicide et se transforme en zombie indique que malgré leur statut privilégié, tous ne sont pas heureux à l'intérieur, ni totalement à l'abri du danger. Et on retrouve l'idée que, là encore, c'est le subordonné qui doit faire la sale besogne. George Romero est un réalisateur qui a pratiquement toujours injecté de la satire sociale ou politique dans ses films. Pour Land of the Dead, il avait terminé son scénario et commencé à le présenter quelques jours avant le 11 septembre 2001, mais cette tragédie a repoussé le projet et a plus tard incité le cinéaste à retoucher son script.
Il disait vouloir refléter dans son film l'attitude des Américains suite aux attentats. La population vivait dans la paranoïa, tout en essayant de continuer à vivre comme si tout était normal. C'est exactement ce qu'on voit à l'intérieur de Fiddler's Green, où les survivants fortunés vivent dans un décor luxueux, se coupant non seulement de la misère du reste de la population, mais aussi du chaos du monde extérieur. Par ailleurs, une partie des lieux ressemble à un grand centre commercial, ce qui, au passage, renvoie aussi à Dawn of the Dead et sa critique du consumérisme. Et au sommet de la tour se trouve Kaufman, littéralement au-dessus des autres. Ce qu'exprime là Land of the Dead, c'est que quoi qu'il arrive, l'humanité reproduit toujours les mêmes schémas. De la même façon que la saga Mad Max d'ailleurs, où la société se reconstruit en reproduisant d'anciennes civilisations et d'anciennes pratiques, mais aussi les mêmes rapports de domination. Dans sa saga, Romero a à chaque fois présenté des conflits entre les humains, autant qu'entre les vivants et les morts. Sauf qu'ici les antagonistes ne sont pas des bandits, mais des dirigeants froids et manipulateurs. Par ailleurs, il y a une réplique qui rapproche de manière évidente Kaufman d'un président américain. We don't negotiate with terrorists. À l'époque, le personnage était censé représenter l'administration Bush, à une période où l'écart se creusait entre les plus riches et les plus pauvres, et où la dette publique grimpait en flèche. Et le gouvernement, selon Romero, essayait de rassurer la population tout en ignorant divers problèmes. I recognize that some of you are concerned, and I want to assure you that if anything goes wrong, measures have been taken. Mais dans des critiques plus récentes du film, certains ont plutôt vu dans le personnage de Kaufman un reflet de Donald Trump. À propos de Parasite, qui traite aussi de la lutte des classes, Bong Joon-ho disait qu'il pensait que son film n'allait parler qu'aux spectateurs de son pays, la Corée du Sud. Mais il a été surpris par la réception du public international, disant alors 왜냐하면 우리가 하나의 나라에서 살고 있다. 지금 하나의 거대한 나라, 자본주의라는 나라인 거죠. 그래서 De la même manière, en revoyant aujourd'hui Land of the Dead, on constate qu'on peut y voir un reflet d'événements récents, peu importe le pays, et ce malgré le passage des années et les changements de dirigeants politiques. Des riches qui vivent dans une bulle et qui essayent d'oublier ou faire oublier la misère autour, ou des hommes de pouvoir qui exploitent les autres pour faire du profit à leurs dépens, je pense que ça parle à quiconque. Every place is the same. Places with people. I'm gonna find a place where there's no people. Land of the Dead offre une représentation d'une réalité malheureusement immuable, ce qui fait qu'il reste aussi pertinent qu'à sa sortie. C'est aussi pour ça que l'opposition entre les classes sociales est un thème qui a inspiré beaucoup de films d'horreur depuis des décennies, dont certains où les riches se nourrissent littéralement des plus pauvres. Comme le fait justement remarquer le verso du Blu-ray de Land of the Dead, le film présente un Man-Eat-Man World, un monde où l'homme dévore l'homme, une formule qui ne s'applique pas forcément aux zombies. Comme à son habitude, George Romero est du côté des outsiders, de ceux qui sont défavorisés d'une manière ou d'une autre, et il compose ici un groupe de personnages principaux qui comprend notamment un handicapé mental et une prostituée. Mais d'ailleurs sans jamais représenter cette dernière de manière dégradante. Il fait de Slack un personnage de femme forte, Hey, I'll take this one. mais victime de son environnement, poussé à la prostitution contre son gré. Mais Romero tient aussi à ses personnages d'antagonistes, ou au moins essaye de les comprendre, en leur trouvant des manières de se justifier. Kaufman pense que sa façon d'agir est légitime parce qu'il a fait de la ville ce qu'elle est. It was my ingenuity that took an old world and made it into something new. I put up the fences to make it safe. I hired the soldiers and paid for their training. Cholo, pour sa part, est suffisamment conscient pour se dire qu'il n'a jamais rien fait de bien, I'm never gonna be on the list of names of people who've done great things. Because I don't do anything, not one thing. mais il aspire à une vie meilleure comme tout le monde. Pour lui, ça consiste à accéder à l'élite de Fiddler's Green, tandis que d'autres veulent changer les choses en renversant le système en place. He didn't build that place. He just took it over, kept the best for himself, and left us with a slum to live in. Le réalisateur a aussi régulièrement placé des minorités dans des rôles importants de ses films, et a souvent représenté le racisme dont ils sont victimes de la part des personnages les plus hostiles. I see you! Chocolate man. It's the spick. The yellow son of a bitch. It's his fault this happened. Dans un contexte post-11 septembre où l'Amérique se méfiait de tout ce qui lui était extérieur, on a pu voir quelques films qui illustraient une xénophobie accrue. Et pour rester parmi les zombies, le plus frappant est le générique de début de L'Armée des Morts. Un montage qui montrait l'invasion progressive des morts vivants, mais s'ouvrait tout d'abord sur un plan dans une mosquée. C'est alors presque contestataire de la part de Romero que de mettre en avant une Amérique multiculturelle, où l'on rappelle de temps à autre les origines des personnages. What the fuck does a Samoan know about hot-wiring a fucking car? 50,000 cars stolen in Samoa every year. Et où l'on voit du dédain envers eux de la part de ceux qui se pensent supérieurs. Fucking spick bastard. Mais ça n'est pas surprenant de la part d'un cinéaste qui est né à New York, mais d'une mère lituanienne et d'un père espagnol. Le fait d'avoir donné le rôle principal à un homme noir dans La Nuit des Morts Vivants a été crucial dans la carrière de George Romero.
même s'il a admis plusieurs fois n'avoir pas tenu compte de la couleur de peau de l'acteur et avoir simplement choisi le meilleur qui se soit présenté à lui. Mais c'est en voyant l'impact qu'a eu ce choix de casting à la sortie du film, et le rapprochement qui a été fait avec Martin Luther King, que Romero s'est décidé à intégrer un propos social à ses films suivants. Dans Land of the Dead, ce n'est donc sûrement pas anodin d'avoir fait d'un des personnages noirs le domestique de Kaufman et son comité de directeurs, à savoir un groupe d'hommes blancs. Durant leur réunion, il est à leur service, mais il demeure silencieux et on ne le voit qu'en périphérie, puisque les autres ignorent sa présence. Et ce n'est pas un hasard non plus si le seul autre afro-américain du film est Big Daddy, le chef des zombies, qui va plus tard renverser Fiddler's Green. Et c'est très loin d'être le seul parallèle établi entre les morts-vivants et certains humains. They're trying to be us. Oh, they used to be us. Learning how to be us again. À chaque film de sa saga, Romero ne reprenait pas ses zombies tels quels. Il les faisait évoluer, mais s'en servait aussi pour représenter quelque chose de différent. Dans Dawn of the Dead en particulier, les morts-vivants représentent des consommateurs décérébrés. Mais dans Land of the Dead, une partie du temps, ils incarnent le prolétariat, qui va se soulever contre ses oppresseurs. Pour la première fois dans la série, ce film offre même un arc narratif aux zombies. Big Daddy est l'un des personnages principaux, au même titre que Cholo et Riley, et on suit le cheminement du groupe de morts-vivants jusqu'à la ville, en même temps que l'évolution de ses capacités. Land of the Dead reprend la succession de Day, où l'on voyait le premier mort-vivant à faire preuve d'intelligence. Maintenant, ces monstres communiquent, collaborent et présentent des émotions, si bien qu'on s'attache à eux aussi, et même on compatit. Le hurlement de Big Daddy lorsqu'il voit l'un des siens souffrir est particulièrement déchirant. Le personnage exprime beaucoup avec son visage distordu, et on ressent d'autant plus sa douleur qu'il ne peut la signifier que de manière primale. Le fait que ces zombies soient attirés par des feux d'artifice leur confère aussi une naïveté un peu touchante. Et pour souligner davantage qu'il se prend d'affection pour eux, Romero les accompagne régulièrement d'un thème mélancolique. D'ailleurs, c'est les zombies les véritables stars du film. Sur toutes les affiches, tous les visuels, toutes les jaquettes de DVD ou de Blu-ray, on ne voit qu'eux. À défaut de pouvoir donner du caractère à la plupart de ces monstres, on leur a donné des attributs facilement reconnaissables, des blessures visuellement marquantes ou des tenues particulières. On a une zombie joueuse de baseball, un boucher, un homme avec un tambourin, et à leur tête, un pompiste. Ce qui leur offre un substitut de personnalité, et c'est un peu l'équivalent des surnoms donnés aux personnages humains. De plus, certains de ces habits sont quand même indicateurs d'une appartenance au prolétariat. Romero disait lui-même « I've always liked the monster within idea. I like the zombies being us. It's like zombies are the blue-collar monsters. » Avec tous ces éléments, le film réduit de plus en plus l'écart entre les humains, surtout ceux de la classe populaire, et les zombies, et va même jusqu'à les confondre. On croit d'un personnage vivant qu'il s'agit d'un mort-vivant au début du film, You any good with that kid? 'Cause I'm real good with mine. Et l'inverse se produit à la fin. You're dead. Oh my God. You are dead. Ironiquement, il y a un rapprochement de plus à faire quand on pense que Fiddler's Green maintient à l'écart aussi bien les zombies que les démunis. Mais Land of the Dead a beau présenter un monde envahi par les morts-vivants, où l'on peut se faire tuer à tout moment, ça reste du cinéma de l'évasion par le divertissement et qui présente une catharsis. Il règne malgré tout une forme de justice, et les nantis ne restent pas impunis. Ce qui n'est pas souvent le cas dans la vraie vie. On pourrait dire que les zombies mènent une sorte de révolution, entraînée par un simple pompiste, un homme du peuple, et ils débarquent avec fracas dans Fiddler's Green, ramenant brutalement à la réalité ceux qui se croyaient au-dessus des autres. De plus, plutôt que des armes à feu, les morts attaquent en prenant littéralement les outils de la classe ouvrière, un marteau-piqueur, des pioches ou encore des marteaux. Mais là encore, il y a un élément de Fiddler's Green qui semble faire comme si tout était normal et qui ignore le chaos autour. Cet oiseau mécanique qui continue de chanter innocemment. L'ironie ultime est que le système censé protéger tous les habitants de Pittsburgh est ce qui finit par les piéger. La grille électrifiée qui servait à garder les zombies au dehors se retrouve à bloquer les humains à l'intérieur. Malgré toute l'affection que j'ai pour ce film, j'ai un reproche majeur à faire qui concerne sa conclusion, que j'ai toujours trouvé absurde. C'est un moment où le symbolisme l'emporte sur la logique. Après avoir massacré les habitants de la ville, les zombies s'en vont, et alors qu'une des survivantes s'apprête à les faire sauter, le héros l'en empêche. Oh. You're just looking for a place to go. Same as us. Le rapprochement entre les zombies et les humains a une teneur métaphorique pour le spectateur, mais qu'un personnage du film s'identifie à eux et décide de les épargner n'a pas de sens.
D'autant plus qu'il en a bombardé plein d'autres juste avant. D'après une interview, l'idée de Romero était que l'étape suivante dans son traitement des zombies serait une coexistence pacifique entre eux et les humains, de sorte à dresser un parallèle avec les conflits qui opposent différentes nations dans la réalité. Je cite: « Ce que j'essaye de dire en fait, à la fin du film, c'est que cette décision mutuelle, des humains mais aussi des zombies, c'est ce qui doit arriver, comme pour les conflits du Moyen-Orient. Jusqu'à ce que quelqu'un dise « vous me laissez tranquille et je vous laisse tranquille », cela n'en finira pas. » Mais ça ne tient pas debout quand il s'agit d'opposer des vivants et des créatures dont le premier instinct est de manger les vivants. Heureusement que le message de Romero reste suffisamment vague à la fin du film, sans quoi ça aurait joué en sa défaveur. C'est une idée qui a plus de sens quand le cinéaste oppose deux groupes d'humains et souligne l'absurdité de leur querelle ancestrale dans Survival of the Dead. Ceci dit, la démarche de George Romero et son aspiration à une issue pacifiste est quand même un peu louable, surtout dans un contexte où l'Amérique est encore sous le choc du 11 septembre et où une partie de la population souhaite une forme de revanche sur le Moyen-Orient. Malgré tout, la fin de Land of the Dead est douce amère. Il y a à la fois une note d'espoir, puisqu'une partie des survivants s'en va vers de nouveaux horizons, que les opposants humains sont morts et donc que cette sorte de gouvernement à Pittsburgh a été renversé, mais à travers Riley, Romero émet des doutes sur la possibilité d'un changement. Why don't you stick around? Could turn this place into what we always wanted it to be. Maybe. Then what will we turn into? We'll see, won't we? Une fois ce film terminé, Romero était satisfait du résultat, mais pas d'avoir eu à travailler pour un grand studio. Il regrettait que le budget n'ait pas été mieux mis à profit. Il aurait voulu notamment que l'argent serve à s'accorder plus de jours de tournage, plutôt que de servir à payer du homard pour les repas et des cigares à Dennis Hopper. Il regrettait également de ne pas avoir pu tout tourner et de devoir déléguer à une seconde équipe. Le cinéaste a toujours préféré tourner en indépendant, mais avec les moyens plus conséquents qu'on lui a accordés pour Land of the Dead, il a pu faire une œuvre d'une toute autre ampleur. Un film d'action fun, violent, qui a ses moments spectaculaires. Mais qui renoue aussi avec une tradition un peu perdue du cinéma de genre des années 80, implanter un message sociopolitique dans une intrigue horrifique. Et en plus, il livre son message anticapitaliste non pas en marge, mais au sein même du système hollywoodien. Un pied de nez semblable à ceux de Verhoeven quand il faisait Robocop ou Total Recall. Pour moi, Land of the Dead est le dernier bon film de George Romero, et les suivants n'ont fait que marquer un déclin progressif, aussi bien dans la qualité des scénarios que dans les moyens alloués. Au passage, le réalisateur n'avait pas envie de ne tourner que du film zombie, même si c'est ce qu'il a fait jusqu'à la fin de sa carrière. Visiblement, il n'arrivait pas à concrétiser ses autres projets. Tandis que les morts-vivants avaient et ont encore le vent en poupe, en particulier avec la série The Walking Dead et la saga Resident Evil, qui s'est quand même étendue sur 6 films. C'est ironique et triste que l'homme qui a inventé ces monstres ait eu du mal à trouver des investissements pour ses longs-métrages, qu'il touche aux zombies ou non. En 2017, Romero nous a quittés, laissant derrière lui beaucoup de projets inachevés, certains encore en cours. George Romero est mort, mais à travers ses films, ces zombies vivent encore. Thank you. Thanks.